Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre webinaire prévention de Collecteam. Alors, en ce mois de novembre, nous sommes en pleine semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et donc nous avons décidé de parler de la question du handicap et d'une version du handicap que l'on connaît bien chez les enfants mais qu'on connaît moins chez l'adulte et pourtant les enfants en grandissant gardent certains troubles et ces handicaps sont des handicaps invisibles et nous allons parler donc aujourd'hui des troubles 10. Alors pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Alain Pouy. Bonjour Alain. Bonjour Sébastien. Alors Alain, tu es médecin Oui, de rééducation, c'est ça? c'est ça. Médecin de rééducation, c'est-à-dire c'est des médecins qui s'adressent aux personnes en situation de handicap, c'est-à-dire en restriction de participation. Et la particularité de ma carrière, en fait, maintenant je suis retraité, c'est que je me suis toujours occupé d'enfants, même si je ne suis pas pédiatre. Oui. Et donc au début, je m'occupais d'enfants handicapés moteurs qui ont été de plus en plus scolarisés. Et en fait, je me suis retrouvé avec des enseignants qui étaient très démunis, un peu avec le handicap moteur, parce que ça complique un peu les choses, l'accessibilité, mais surtout avec des difficultés d'apprentissage. Je ne sais pas par quel bout les prendre pour qu'ils apprennent. Donc, je me suis intéressé de fil en aiguille aux difficultés d'apprentissage et je suis sorti du champ du handicap moteur pour m'intéresser aux difficultés de handicap en général pour tous les enfants scolarisés qui sont en délicatesse avec l'école. Ah oui, oui, oui. Donc c'est handicap cognitif, c'est ça? C'est sur la perception de l'information, le traitement de l'information, c'est… Alors, quand on le prend par ce bout-là, c'est tout à fait la bonne définition. En fait, pour le grand public et pour les enseignants et pour les parents, on part plutôt du symptôme. C'est-à-dire qu'on voit des enfants qui ont du mal à lire, à calculer, avec la gestuelle, avec le langage écrit. C'est pour ça qu'on parlait de dyspraxie, de dyslexie, de dysphasie. 10 voulant dire c'est désagréable. Vous parliez tout à l'heure de la ménopause. Les Mmh. femmes, elles ont des Mmh. dysménorrhées, ça veut dire qu'elles ont des règles Mmh. douloureuses. Ça veut dire, si ça ne m'arrivait pas, je vivrais mieux. Oui, 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 Voilà, oui. c'est ça que ça veut dire, 10. Et à côté de cette activité-là, donc tu as également publié des ouvrages? Oui, alors, je me suis intéressé à cette problématique-là. Et en fait, il n'y a pas de chaire de neuropsychologie infantile et cognitive, si on veut. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer une collègue qui a 10 ans de plus que moi, qui avait un peu défriché tout ça, Michel Mazot. Et ensemble, on a écrit des bouquins de vulgarisation, mais aussi des gros bouquins scientifiques Scientifique, qui ouais. prennent pas mal de temps. Et donc, on a publié, elle, je crois bien qu'elle a une vingtaine de bouquins, moi j'en ai fait 5 ou 6. Mais c'est vrai que j'aimais bien vulgariser les choses. Donc, c'est à l'adresse des parents, à l'adresse des enseignants, pour que le message passe, qu'on sème des petites graines et que la situation qui n'est quand même pas facile des enfants différents qui apprennent mal en classe s'améliore petit à petit, mais il y a encore pas mal de chemin à faire. Voilà. Il reste du Donc, boulot. et toute cette vulgarisation, en fait, tu l'as faite effectivement auprès avec les livres, mais aussi avec des formations que tu as dispensées dans… C'est ça. Alors, j'ai essayé de colliger les informations sur un petit site, un petit peu jachère, c'est difficile d'entretenir un site. Et c'est vrai que mes formations sont toujours à l'intention d'adultes. Je me définis comme Mmh. formateur en neuropsychologie infantile pour les adultes. Et donc, les adultes, il y a 2 gros paquets. Il y a l'éducation nationale, essentiellement les enseignants, et puis il y a tous les gens qui font partie de l'investigation et la rééducation. Ceux qui font des bilans pour poser des diagnostics et ceux qui aident le plus concrètement possible les enfants. Donc là, c'est les rééducateurs, donc orthophonistes, psychomotes, ergothérapeutes, orthoptistes, et puis les psychologues scolaires, mais surtout les psychologues spécialisés en neuropsychologie. Mmh. Alors, quand on parle de troubles 10, on pense d'abord aux enfants, mais ces enfants grandissent, deviennent adolescents, deviennent adultes. Est-ce que ces troubles que l'on voit durant l'enfance disparaissent à l'âge adulte? Alors, ils disparaissent pas à l'âge adulte, euh, on le verra, mais c'est des troubles qui sont vraiment liés à un fonctionnement cérébral particulier, on pourrait dire atypique, on pourrait dire déviant. Et donc, ça, c'est dès la naissance. Il y a un déterminisme génétique. Donc, ça ne peut pas disparaître. Quand on est dyslexique toute sa vie. Mais on s'adapte, on compense, on vit avec. Mais dans certaines situations, ça peut te rattraper. Ça, je Oui. crois qu'on pourra vraiment l'illustrer tous les deux. Alors, on va passer en revue ces différents troubles 10. On va commencer par la dyspraxie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la dyspraxie? Oui, alors,
juste auparavant, puisque tu dis qu'on va les passer en revue, les 10 aujourd'hui sont un sous-ensemble d'un truc plus large qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement. Et c'est assez intéressant finalement de le voir comme ça, parce que le trouble du neurodéveloppemental, ça veut justement dire ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que le cerveau, il est mal conçu dès le départ pour que les réseaux cérébraux qui se mettent en place lorsqu'on avance en âge puissent le faire comme chez monsieur et madame tout le monde. Voilà. Et donc, ça concerne l'attention, ça concerne la gestuelle, ça concerne le langage. Et les 10 sont un sous-ensemble un petit peu plus restreint, plus en lien finalement avec les difficultés scolaires qu'on a abordées tout à l'heure. Et donc, être 10, ça veut dire que dans un domaine particulier, on va être en grande difficulté et que finalement, malgré les aides, on va bien sûr progresser, mais quand on évalue les choses, on est toujours dans une petite proportion d'enfants ou d'adultes. Par exemple, en ce qui concerne la lecture, quand on pose le diagnostic avec l'aide de l'orthophoniste, on dit bah, l'enfant, il est dans les 2% les plus faibles. Quelques années plus tard, il a progressé, il peut lire plus ou moins facilement, et quand on teste ses capacités en rapport avec son âge, il est toujours dans les 2% les plus faibles. Donc c'est un trouble grave, c'est un trouble sévère qui va avoir des retentissements scolaires, mais dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. Alors, sur la dyspraxie, alors, voilà. Venons-en. Donc aujourd'hui, c'est le trouble du développement de la coordination. Avant, on disait dyspraxie, et en fait, pour être très précis, pour être très clair, ça concerne la gestuelle, pas forcément la motricité, mais la gestuelle. Et en fait, des gestes acquis, il y en a, mais des quantités industrielles. À l'école, on gomme, on taille le crayon. À la maison, on mange avec des couverts, on s'habille, on met des fermetures éclair, des boutons. Et au travail, on utilise un clavier, exactement par exemple, la même chose. On utilise un clavier, on utilise oui. des outils. On peut utiliser un compas, des choses. Voilà. Et donc, c'est vraiment la gestuelle qui va se retrouver très déficitaire. On pourrait dire un dyspraxique, c'est Gaston Lagaffe, mais puissance 13. Oui. Il est vraiment très en difficulté. Et on a tout un tas de tests qui permettent de mesurer la gestuelle, et en particulier la gestuelle en lien sur un papier avec un modèle qui est forcément visuel et spatial. La dyspraxie, ça va assez souvent avec des difficultés spatiales. C'est pour ça qu'à une époque, on parlait de dyspraxie visuospatiale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, bon, tailler un crayon, c'est difficile, mais bon, on peut utiliser un porte-mine. Mais quand on écrit, c'est très difficile. C'est-à-dire que le geste manuel de tracer les lettres devient très compliqué et perdure. Et vraiment perdure de façon importante. Et puis, effectivement, dans la vie de tous les jours, dans les sports, dans le loisir, des gestes, il y en a tout le temps. En fait, se laver les dents, c'est un geste. Oui, c'est vrai. Oui. Et c'est compliqué pour ces personnes-là qui sont profondément maladroites, donc profondément en situation de restriction de participation quand il faut qu'ils mettent en place la gestuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que les troubles du neurodéveloppement, la plupart du temps, intéressent un domaine de la cognition. La cognition, c'est l'ensemble des outils de notre cerveau. Mais il y a des outils qui vont être particulièrement préservés. Très souvent, dans la dyspraxie, ce sont des gens qui sont très à l'aise à l'oral. Très à l'aise à l'oral. C'est pour ça que on dit, ça reste à vérifier, que l'acteur qui incarne Harry Potter est dyspraxique. Quand tu es acteur, ce qu'il faut, c'est que tu parles bien, que tu t'exprimes bien. Bon, dans l'espace, je pense qu'ils doivent lui mettre des petites croix pour qu'il se repère sur un plateau. Donc, voilà. Être avocat ou être vendeur à la sauvette, quand tu es dyspraxique, ce n'est pas un problème. Être écrivain public au Moyen-Âge ou être, je ne sais pas moi, fraiseur-tourneur en 2025, c'est un petit peu plus compliqué quand on a une gestuelle déficitaire. Alors justement, quand on est dyspraxique, est-ce que tous les mouvements posent des difficultés ou simplement ça peut être une partie des mouvements? Est-ce que tous les métiers manuels sont compliqués pour quelqu'un qui est dyspraxique ou est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui est très à l'aise sur un certain type de mouvement et puis pas à l'aise sur un autre? En fait, comme d'habitude, il y a autant de dyspraxiques que de personnes. La motivation, la culture, l'entourage familial peut jouer un rôle. J'ai rencontré très peu
mais j'ai rencontré quelques personnes qui écrivaient correctement. Je me souviens d'une petite fille dont la maman l'avait entraînée à la calligraphie parce qu'elle adorait ça. Je me souviens aussi d'un jeune garçon, il s'appelait Tristan celui-là, il était bon au ping-pong, alors que normalement le ping-pong c'est pas du tout Oui, bien pour pour les dyspraxiques parce qu'il y a à la fois la geste et puis suivre la petite baballe qui rebondit. Donc en fait, on peut être à l'aise dans certains domaines et ça va dépendre un petit peu du contexte. Mais quand même, globalement, c'est l'ensemble de la gestuelle qui se retrouve plus ou moins gravement affecté. Avec des maladresses, des risques de blessures, Alors des risques de blessures. d'accidents. Alors, Peut-être, je sais pas, un oui. couteau. Alors, en général, ils évitent. Hein. Ils évitent les couteaux. Bon, oui, ils évitent. Mais tu posais la question, je me souviens plus, mais je voulais répondre à une partie de ta question, mais je l'ai oublié. Oui. Ouais. C'est pas grave, ça va revenir. Oui, ça va tout revenir. à fait. Voilà. Dyspraxie, dyscalculie, est-ce qu'il y a une sorte de continuité ou... Alors, il peut y avoir un lien. Alors, la dyscalculie, c'est certainement ce qu'il y a de plus compliqué à comprendre, même, je dirais, à aborder. Parce qu'en France, on est resté sur une notion, à cause d'un psychologue suisse qui s'appelait Jean Piaget, qui s'était intéressé aux opérations mentales qui sous-tendent le calcul. Et il avait complètement occulté, parce que ce n'était pas son sujet d'étude, la notion même de nombre. Et s'approprier la notion de nombre pour un individu humain, c'est très compliqué. Et en fait, dans cette notion de nombre, il y a du langage, mais il y a aussi du visuospatial. Quand tu n'es pas du tout à l'aise en visuospatial, retrouver la place du chiffre dans le nombre qui donne sa valeur, c'est compliqué. Aligner les opérations, quand tu poses une opération, c'est compliqué. Poser au bon endroit la retenue, c'est compliqué. Faire de la géométrie, c'est carrément... Moi, j'ai rêvé toute ma carrière de faire des certificats médicaux de contre-indication à la géométrie. C'était pas possible. Eh ben, c'était pas possible. C'est pas possible. Est-ce que le calcul mental, parce que dans le cadre de l'emploi, il y a plein de professions qui nécessitent de calculer des choses mentalement, est-ce que ce calcul mental, dans la dyscalculie, peut être affecté? Alors, dans la dyscalculie, donc on a parlé du langage, on a parlé du visuospatial. Bien sûr que la mémoire intervient. La mémoire à long terme pour effectivement mémoriser les tables, mais aussi ce qu'on appelle les faits numériques, le complément à 10, compter de 2 en 2, compter de 3 en 3, compter de 5 en 5. Ça, c'est des choses qu'on a en tête et quand on en a besoin, on n'a pas besoin de recompter sur ses doigts. Ça peut donc poser des problèmes, le déficit en mémoire à long terme. Et aussi, on a la mémoire de travail, la mémoire à court terme. Quand on a une toute petite mémoire de travail, quand on est en situation de résolution de problèmes, on peut traiter que très peu d'informations à la fois et ça peut être pénalisant. Et là, il y a une solution qui est de donner peu d'informations à la fois. Oui. Que l'information arrive par petits paquets, ce qui est plus ou moins possible à l'école dans les petites classes, beaucoup plus compliqué dans les grandes classes et qui peut être compliqué aussi en situation professionnelle. Ce n'est pas toujours facile d'amener les informations par petits paquets. Oui, d'autant plus que souvent, il y a quand même plusieurs nombres à traiter en même temps et qu'il faut garder en mémoire de travail tous ces nombres-là pour pouvoir faire ces traitements, plus la réflexion, etc. Oui, la mémoire de travail, de toute façon, quand elle est très déficitaire, c'est un élément extrêmement pénalisant et en classe qui se termine par un échec scolaire qui est prévisible et qui est pratiquement impossible à guérir, quoi. Ce qui fait que, n'ayant pas une progression scolaire très importante, n'ayant pas de diplôme au niveau exigé, il y a très peu de chances que quelqu'un qui a une mémoire de travail très déficitaire se retrouve en situation d'emploi à un certain niveau. Ouais. De la dyscalculie, on passe à la dysphasie. Oui. Alors, la dysphasie, c'est pour le langage oral. Oui. La dysphasie, en fait, on pourrait dire, c'est l'impossibilité de faire passer sa pensée par le moule des mots, par le moule des phrases, sa pensée ou son raisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très difficile de se mettre dans la peau d'un dysphasique. C'est quelqu'un qui a une intelligence ordinaire, qui, dans sa tête, peut raisonner. On a des tests, par exemple, non-verbaux qui montrent que ces enfants sont extrêmement capables de raisonner, mais quand il faut prononcer les mots, quand il faut trouver le bon mot de vocabulaire, de lexique, et surtout quand il faut structurer des phrases qui vont être différentes d'une langue à une autre, en français, sujet, verbe, complément, c'est compliqué. On se retrouve un petit peu dans la situation qu'on peut vivre quand on est à l'étranger, qu'on maîtrise mal l'anglais et qu'on baragouine l'anglais, si vous voulez.
Sauf que la différence, c'est que nous, quand on baragouine l'anglais, ça va comme ça peut. Alors que le dysphasique, il est toujours obligé de faire un effort. Donc, ce sont des gens qui vont utiliser un langage toujours le même, qui vont avoir du mal quand ils sont petits, même parfois quand ils sont plus grands, à utiliser les temps, qui vont utiliser les verbes à l'infinitif, qui vont avoir un style télégraphique. Et puis surtout, c'est que même s'il n'y a pas intrinsèquement un trouble de la compréhension du langage, c'est un trouble de faire du langage, de l'expression, le langage élaboré, le langage technique, le langage soutenu, les métaphores, les formules idiomatiques propres à une langue. Il pleut des cordes en France, il pleut des chats et des chiens en anglais, vous voyez. Bon, ça peut être compliqué pour eux à s'approprier. Donc, l'implicite. Hein. Donc, c'est vrai qu'en situation professionnelle, ton collaborateur arrive en disant il y avait un accident sur l'autoroute. Ça veut dire qu'il est parti à l'heure, il s'est levé à l'heure, il a lavé ses dents, qu'il a fait manger ses enfants, qu'il les a déposés à l'école, qu'il aurait dû être à l'heure et il est en retard. Ça veut dire en fait qu'il est en retard. Mais il dit il y avait un accident sur l'autoroute. Ça, il faut le comprendre. Pour une personne autiste, pour une personne déficiente intellectuelle, pour une personne qui a un trouble du langage, ça peut être extrêmement compliqué. Ouais, ce langage pragmatique, là. Tu disais tout à l'heure une chose intéressante, c'est que même si on est dysphasique, même si on est par exemple dyscalculique, on peut avoir une intelligence normale. Ça veut dire Oui. que ce sont des troubles qui ne sont pas des troubles dus à une intelligence plus faible. Alors, ce sont deux choses différentes. Ça a bougé un petit peu. Quand on disait 10, on disait l'intelligence, elle est préservée. Quand on dit trouble du neurodéveloppement, en fait, dans les troubles du neurodéveloppement, il y a la déficience intellectuelle. Oui. Donc, on peut être dyslexique et avoir une déficience intellectuelle. Intellectuellement, de manière théorique, moi, ça ne me gêne pas. L'idée dans tout ça, c'est que si on propose les mêmes aides à quelqu'un qui a une intelligence normale, quelqu'un qui a une intelligence supérieure, si on ne tient pas compte d'une déficience intellectuelle, quand on va proposer des aides à la personne, on risque d'être à côté de la plaque. On parlera tout à l'heure de comment on peut compenser un handicap. Compenser un handicap, c'est bien, mais il faut avoir vérifié préalablement que la personne elle a les moyens intellectuels de s'approprier les aides qu'on lui propose. Voilà. Ouais. Sinon, on risque d'être contre-performant. Je me rappelle un jour, j'avais rencontré un médecin généraliste qui était dysphasique. Oui. Il était incapable de faire une phrase correcte. Et il était médecin. Il avait réussi. Il devait utiliser pas mal le non-verbal. Ouais. Le non-verbal, ça marche très bien. Quand tu conduis mal et que le mec d'à côté te fait comme ça, tu comprends très bien que tu n'as pas bien conduit et il n'a pas besoin de parole. Oui, voilà. oui. Hein? Et puis maintenant, le trouble 10, le plus fréquent ou le plus connu dans le public, c'est ce qu'on appelle la dyslexie et la dysorthographie. C'est ça. Qu'aujourd'hui, donc, on appelle le trouble de l'acquisition de la lecture et de l'expression écrite. Ce qui est beaucoup plus juste. Parce que quand on parle de dysorthographie, on prend l'expression écrite par le petit bout de la maîtrise de l'orthographe qui, en français, n'est pas simple. Oui, hein. oui. Le tin, T-H-Y-M, il fallait y penser. Et donc, en fait, ça se présente comment, la dyslexie et la dysorthographie? Dans un premier temps, l'enfant, il a du mal à identifier les mots. C'est-à-dire que les sons sont mélangés dans sa tête et quand il apprend à lire, c'est compliqué. Donc, il ne reconnaît pas les mots, il n'identifie pas les mots. Mais assez rapidement, il va identifier de plus en plus de mots, les mots courants, les mots faciles, et donc il va pouvoir lire. Mais il va lire lentement, il va lire avec certaines inexactitudes, et il ne va pas accéder rapidement, voire pas bien, à ce qu'on appelle la lecture-compréhension. Parce qu'en fait, déchiffrer les mots, c'est une technique. Ce qu'on attend d'une personne qui lit une consigne, c'est qu'elle comprenne. Finalement, la lecture, ça sert à comprendre les messages qui vous arrivent, on va dire, à l'écrit. Et c'est très important actuellement, culturellement. Au Moyen-Âge, si on est dyslexique, comme personne ne sait lire, on n'est pas en situation de handicap. C'est pas gênant, ouais. Si on attend d'un enfant en classe qu'il se mette en jeu parce qu'il a lu et qu'il a compris, s'il lit et qu'il ne comprend pas, il ne peut pas faire ce que font les autres. Il est donc en restriction de participation, il est donc en situation de handicap. L'autre versant, effectivement, quand on a décodé le langage écrit, c'est de le recoder. C'est-à-dire que quand on a des idées dans sa tête, on va faire de l'écrit. Ça, c'est l'expression écrite. Et le problème avec les dyslexiques, c'est qu'ils ne vont pas maîtriser ce codage, ils vont faire des erreurs orthographiques à tous les mots, ça va plus ressembler à du javanais
qui a du français, et donc les enseignants ne sont pas contents. Et pour un adulte, s'il a la mauvaise idée d'envoyer une lettre de motivation avec encore quelques fautes, même s'il est la personne qui va sauver l'entreprise, sa lettre de motivation, elle va directement à la poubelle. Parce que même quand on est, moi je suis dysorthographique, mais j'aime pas avoir des fautes. On est très ennuyé par les fautes des autres, même quand on en fait. Et donc c'est vraiment une situation extrême de handicap que de se dire que je ne vais même pas avoir une commission d'embauche parce que ma lettre va aller à la poubelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce domaine du langage écrit, on a une restriction de participation qui peut être extrême, mais que les outils d'aujourd'hui, les outils numériques, peuvent diminuer, voire supprimer la restriction de participation. C'est-à-dire que si on me donne une consigne écrite, je peux l'oraliser avec mon ordinateur, c'est-à-dire que l'ordinateur va me lire ce qui est écrit. En général, un adulte, il finit par comprendre, à condition qu'il ait effectivement un bon niveau intellectuel. Parce que ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait le dyslexique quand il est adulte et qu'il a un texte à lire? Il n'est pas très à l'aise. Il va repérer ce qui est important. Il va faire des liens logiques entre ce qui est important. S'il a une déficience intellectuelle, il ne pourra pas le faire. Voilà. Donc l'expression écrite, revenons-y, aujourd'hui, on le voit, on le met en œuvre tous les jours, on dicte à son ordinateur. Et l'ordinateur, il écrit tout nickel. Même les mots très compliqués. Rhododendron, il sait où est le H, l'ordinateur. Nous, des fois, on hésite un petit peu. Hein. Et donc, en fait, qu'on soit enfant, qu'on soit étudiant, qu'on soit en entreprise, si on a de l'écrit à rendre et qu'on a cette difficulté de rédiger et sans faute, eh bien, on dicte et puis l'ordinateur, il fait plus de fautes et on imprime et c'est bon. Voilà. Dis-moi, est-ce qu'il y a un décalage générationnel dans ce sens où aujourd'hui, si on a un enfant qui est à l'école et en primaire et qui est dyslexique, on va le voir assez rapidement. Rapidement, on va prendre rendez-vous chez l'orthophoniste. Il y aura 1 an ou 2 ans d'attente, mais il y aura quand même un processus mis en place. Si on prend des quinquagénaires, ils ne sont peut-être pas tous passés par ce filtre-là du diagnostic de dyslexie. Est-ce qu'aujourd'hui, un adulte qui sent, qui constate qu'il est en difficulté dans la lecture, la compréhension en même temps qu'il lit, dans la rédaction, est-ce qu'il peut voir une orthophoniste pour éventuellement se faire tester et aller vers un diagnostic? Alors, on peut squeezer l'étape orthophoniste. Ce qui est intéressant quand on est adulte, c'est d'aller voir un orthophoniste en disant « Dans cette situation très particulière-là, j'éprouve une difficulté, pouvez-vous m'aider ?» Parce que là, elle va bosser spécifiquement en fonction de tes… Si elle reprend une rééducation globale à 50 ans, à mon avis, c'est du temps perdu. Les adultes, quand je les rencontre, en fait, la plupart du temps, ils vont assez facilement dire que ce qui leur pose problème, c'est de rédiger. Que quand ils donnent leur brouillon à la secrétaire, ils ont honte de donner un brouillon avec plein de fautes. Et là, en fait, on peut directement passer à l'étape contournement du problème. Si on veut rentrer dans le détail, l'orthophoniste, si un enfant ne lit pas bien, elle a besoin de savoir s'il ne reconnaît pas les sons, donc elle va essayer de désambiguïser les sons, ou s'il ne reconnaît pas les lettres, elle va essayer de désambiguïser les lettres. Donc, dans l'aide de rééducation précise, il faut connaître le diagnostic précis. Mais quand on a 50 ans et qu'on dit, moi, ce qui me pose problème, c'est de rendre un écrit correct, on s'en fout de la cause. Tu utilises ton ordinateur, tu dictes à l'ordinateur, et finalement, l'idée, c'est non pas de rééduquer le langage écrit, c'est de s'entraîner à l'oral. Parce que c'est vrai que quand on dicte à l'ordinateur, il vaut mieux que les phrases elles soient structurées dans ta tête et que ça sorte comme ça. Si tu fais des « e » tout le temps, même maintenant, Google Docs, quand tu fais des « e » tout le temps, il ne tient pas compte des « e » parce qu'il sait qu'il ne les écrit plus. Parce que j'ai voulu montrer une fois à une maman qui avait des limites, que si son enfant disait « je suis à la maison, on est le 15 février, je pensais que les « e » allaient apparaître et les « e » n'apparaissent plus. Donc, c'est l'évolution des performances de la technologie numérique aujourd'hui font que c'est extrêmement performant. Donc, tu conseilles plutôt un système d'adaptation plutôt que de rééducation chez l'adulte? Dans le domaine du langage écrit, chez un adulte qui se sent limité dans ses performances au travail parce que ses capacités d'expression écrite, il les juge suffisamment limitées et puis quand même il a des retours négatifs, il ne faut pas en rêver. Ben là, vraiment, c'est le jour et la nuit. Ça règle son problème. Alors évidemment, s'il est dans un open space, ça va être un petit peu compliqué. Quoique maintenant, on peut chuchoter dans son petit micro et ça écrit tout bien. Tout bien, tout bien.
Comment est-ce qu'un manager peut identifier comme ça ce type de trouble dans son équipe? Bah, en fait, il y a 2 situations, on va dire presque opposées. Il y a la personne qui va arriver en disant: «J'ai tel problème et j'ai besoin de telle adaptation». C'est mieux d'ailleurs qu'elle dise: «J'ai besoin de telle adaptation», ça veut dire qu'elle a déjà un petit Toujours, peu ouais. maîtrisé le truc. Par exemple, ça c'est une personne que j'ai connue, ce monsieur qui souhaitait pouvoir dicter et puis qui alors il était pas dans un open space, mais il était dans un bureau avec 3 personnes et donc il emmerdait un petit peu le monde Bien sûr. quand il parlait fort. Et puis à l'opposé, c'est, la personne qui n'en parle pas. Il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent pas, qui ont des réticences à parler d'une situation médicale, l'épilepsie par exemple, des choses comme ça. Et donc là, le problème, c'est de repérer. C'est assez facile quand même, effectivement, le collaborateur qui fait des fautes. En plus, c'est souvent des fautes grossières, hein, bon, donc ça se repère. Et comment tendre la main? Et ça, c'est pas facile parce que un certain nombre de dyslexiques disent ma dyslexie est une insulte à mon intelligence. Moi, quand je rends à ma secrétaire un écrit bourré de fautes, j'ai honte. Il y a Mmh. ça qui traîne. Et donc, je crois qu'il faut tendre la main et peut-être que la meilleure façon, c'est de valoriser. C'est de dire, écoutez, Charles-Emmanuel, je suis très heureux de votre présence dans l'établissement. Vraiment, vous avez des capacités tout à fait extraordinaires. Mais j'ai quand même l'impression que quand il faut passer à l'écrit, justement, ça va minimiser, ça va vous pénaliser. Comment on pourrait faire ensemble? Ça, c'est vraiment tendre la main. Parce que pour un adulte, ce type de handicap qui entraîne des réflexions pas toujours valorisantes, hein, et ce sentiment de honte, de mésestime de soi, il faut vraiment tendre la main. Sinon, on peut avoir plutôt un repli. Je préfère ne pas en parler. Mmh. Ouais, j'avais, un service RH qui m'avait raconté ça effectivement, qu'au recrutement, le candidat n'en avait pas parlé de ses troubles 10 et puis pendant la période d'essai, très vite, le manager s'est Mmh, rendu compte qu'il mmh, avait mmh, d'importantes mmh, difficultés à l'écrit et le fait d'utiliser par exemple un traitement de texte Word, bah, il corrige pas tout non plus mmh. et il propose pas de corriger toutes les fautes et donc ça se voyait même avec ça. Oui, c'est-à-dire que l'idée du correcteur orthographique, c'est pas couillon quand tu réfléchis à l'orthographe, quand tu es avec l'orthophoniste. Quand tu es en situation professionnelle, ce qu'il faut, c'est dépoter. Mmh. Et donc, si tu dois t'arrêter tous les 3 mots pour aller chercher le correcteur orthographique en n'étant pas trop sûr de la bonne solution, vraiment, quand on voit la performance d'une dictée vocale à son smartphone, à l'ordinateur, à la tablette, il y a pas photo. C'est-à-dire que moi, je le présente parfois à des adultes, à des enfants, et dans leurs yeux, on voit, ben, c'est super ton truc, c'est le jour et Mmh. la nuit. Parce que vraiment, c'est l'idée, quand on est pénalisé par un écrit qui est lent, qui est coûteux, parce que le problème de toutes ces 10, c'est qu'ils sont plus lents que les autres et qu'ils dépensent une énergie considérable. Donc l'idée ce que j'élabore dans ma tête, ça peut s'écrire sans effort sur une feuille, c'est génial. Mais c'est ça le problème, c'est que parfois sans effort, pour d'autres, ça veut dire, ah ben, on lui facilite la vie, il fait pas comme les autres, lui, Mmh. c'est le chouchou de la maîtresse, il a un traitement de faveur. Donc c'est assez subtil d'accompagner les gens pour qu'il y ait, une acceptation des aides et que ça puisse se terminer pour tout le monde par une valorisation des compétences de la personne. Tout à l'heure, tu parlais de cette mémoire à long terme où on a stocké, par exemple, l'orthographe des mots, la Mmh, mémoire de travail parce qu'on va les réutiliser. Tu parlais de ces difficultés qui amènent un surcroît d'énergie mmh. pour la personne. Est-ce que ça amène une fatigabilité plus importante? Oui, élaborer du langage quand on est dysphasique, élaborer des gestes quand on est dyspraxique, heu, se fader un exercice, de calcul, de raisonnement mathématique quand on est dyscalculique. Et puis donc, lire un texte, les dyslexiques lisent, mais très peu de romans, hein, parce que c'est fatigant. Et dès que c'est nouveau, dès que c'est un lexique spécifique à une dès qu'on doit passer à l'anglais, par exemple. Je suis dans une entreprise, on fait du français, et puis on a un client à Birmingham, et il faut que je lise de l'anglais, et il faut que je lui réponde en anglais. Pour un dyslexique, c'est le jour et la nuit. Donc c'est vrai que ce que, ce que l'on peut faire, nous, en 2 heures sans fatigue, eh bien, eux, ils vont mettre 8 heures à le faire, et ils sont fatigués au bout d'une demi-heure. Donc il faut vraiment mesurer ça, sa fatigue.
Comment est-ce qu'un service RH dans une entreprise peut engager une démarche de sensibilisation, à la fois pour sensibiliser les managers au fait d'être plus attentifs et peut-être moins dans le jugement négatif Mmh. d'une personne qui, par ailleurs, travaille, tout à fait comme on attend d'elle, mais qui a des difficultés dans ce passage à l'écrit, par exemple? Et puis une sensibilisation auprès des salariés pour peut-être que ceux qui ont un trouble, peut-être ceux qui ont effectivement eu une, une notification, MDPH durant l'enfance, mais à l'adulte, ils n'ont peut-être pas une RQTH ou ils ont la RQTH, mais ils n'ont pas osé en parler. Comment est-ce que ce service RH pourrait, agir pour pouvoir, un peu Mmh. faire baisser ces freins-là et que les gens puissent en parler et avancer? Bah, c'est une excellente question. En plus, tu as à moitié répondu en posant ta question, c'est Ah oui? super. Bah ouais, c'est génial. Alors, comment il peut faire? Alors moi, c'est des choses que j'expérimente de temps en temps pour les adultes en entreprise. Euh, la première chose, c'est l'information. Tu ne peux pas répondre à une problématique si tu ne la connais pas. Hier, j'étais dans une institution dans ma ville pour vulgariser ces problématiques-là. Donc, il y a une démarche. Euh, Connaître, ça permet après d'engager quelque chose. Et ce que tu as dit, c'est là où tu as déjà répondu, c'est que ça ne peut pas s'engager que par rapport aux personnes. Il faut que ça s'engage par rapport à l'ensemble du personnel, parce que la mésestime de soi, la honte, la stigmatisation, elle est toujours là dès qu'on est différent. Donc effectivement, améliorer l'employabilité, la tolérance du groupe, c'est une très bonne chose. Et puis, après, il faut répondre aux besoins spécifiques de la personne. Pour les 10, quand on est dans le domaine du langage, quand on est dans le domaine de la gestuelle, on n'a pas de recette miracle comme l'ordinateur quand on ne peut pas faire de l'expression écrite. Donc là, l'idée, c'est de se dire, peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose que les dyspraxiques s'orientent plutôt vers des métiers de la tchatch et que les dysphasiques s'orientent plutôt vers des métiers où il y a moins à parler. Je me souviens d'un jeune qui m'avait dit, j'avais du mal à comprendre, mais il m'a dit, quand je serai plus grand, je veux être restaurateur de meubles anciens, les meubles ne me parleront pas et je n'aurai pas à leur répondre. Je me suis dit, il a tout compris celui-là. Le calcul, par exemple, un truc tout bête en entreprise, c'est au lieu de se taper des opérations, c'est d'avoir un tableau de conversion. C'est-à-dire que si on doit fabriquer tant de pain ou tant de pièces et qu'il y a une autre commande et qu'il faut en faire, au lieu de 200, on passe à 3000, s'il y a 3000 dans le tableau de conversion, eh ben, on n'a rien besoin de faire, c'est écrit. Mmh. Donc, l'idée aussi de faciliter la vie de l'employé, c'est important. Mais pour faciliter la vie de l'employé, il faut connaître ses moyens de contournement, ses moyens de facilitation. Et dans le cadre, alors ça, on n'en parle pas aujourd'hui, mais dans les TND, il y a quand même le trouble de l'attention et le trouble de l'autisme, ça c'est plus compliqué. Et par exemple, un employé qui perd tout le temps ses clés, tout bonnement, on peut lui mettre une petite panière à un endroit précis et il peut, au bout d'un certain temps, automatiser que s'il met ces clés-là, il a plus de chances de les retrouver. Et elles resteront là. Et c'est con comme la lune, mais ça marche. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Imaginons donc un salarié qui a, effectivement un trouble de dyslexie et ça le pénalise dans son travail. Est-ce qu'il peut, aller voir la médecine du travail, pour pouvoir, en discuter, voir éventuellement s'il y a des aménagements que la médecine du travail peut recommander? Ouais, alors il peut le faire. Le problème, sans être des choses compliquées, les TND, les troubles du neurodéveloppement, les DIS, c'est quand même des choses un peu spécifiques qu'il faut connaître. Le problème avec le médecin du travail, c'est qu'il peut connaître, peut moins Moins connaître. connaître, ouais. Mais ça reste quand même un médecin. C'est-à-dire que si la personne arrive avec une problématique, des demandes, un argumentaire bien construit, il va le comprendre, le médecin. Il a bac+10, normalement, il doit Il comprendre. devrait, ouais. Enfin, il devrait, voilà. Mais ça peut être une porte d'entrée. Ça peut être une porte d'entrée. Tu parlais tout à l'heure de RQTH. Mmh. Très récemment, j'ai revu une jeune fille que j'avais connue, elle n'avait pas 5 ans, maintenant elle a 23-24 ans, et elle va être bibliothécaire. Et elle souhaitait avoir une reconnaissance, une qualité de travailleur handicapé, parce qu'elle est perdue dans l'espace et très fatiguée. Bon, perdue dans l'espace, j'ai dit, écoute, Google Maps, maintenant, avec ton portable, tu n'es plus perdu en ville, tu te débrouilles. Mais par contre, la fatigue, effectivement, elle me racontait ses journées, quand elle partait très tôt à la fac, elle prenait son bus à 6 heures, elle rentrait à 21 heures, elle ne mangeait pas à se coucher. Donc la fatigue, on l'a parlé, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je l'ai vu avec les enfants, les enseignants cochent toujours la case fatigue, mais personne n'en tient compte. Donc,
Elle a obtenu ses RQTH, et donc je pense qu'elle aura, grâce à ça, un aménagement de poste. Et peut-être que, comme c'est quand même quelque chose d'assez répétitif, le travail qu'elle va faire, peut-être qu'elle va gagner en rentabilité au fur et à mesure des semestres ou des années. Peut-être qu'elle ira plus vite et peut-être que les choses pourront s'amender. Mais au départ, elle ne pourra pas avoir le rendement que ses collègues auront. Elle est trop fatiguée. Donc, elle va automatiser, c'est ça, certaines Exactement. tâches qui vont lui demander moins d'énergie. C'est ça qu'on a oublié tout à l'heure. C'est qu'en fait, par rapport aux gestes, c'est vrai que si on a une base de données de gestes dans l'entreprise qui est assez restreinte. Donc ça, c'est pour les dyspraxiques. Pour les dyspraxiques. Ça va pouvoir plus ou moins s'automatiser. Si on est obligé de changer de geste tous les jours, ça va être très compliqué. Et la dyspraxie, c'est un petit peu comme si on était en situation d'apprentissage permanent, jamais récompensé par un bon résultat. On pourrait presque citer les choses comme ça. Ah oui, donc c'est toujours un effort. Oui. On y arrive assez bien, correctement, mais c'est jamais acquis. Oui. Il faut recommencer pareil le lendemain. On ne capitalise pas, en fait. Oui, je me souviens un jour d'une ergothérapeute qui entraînait un jeune adulte à se repérer dans l'établissement où il travaillait, sur un plan. Et on peut penser qu'au bout d'un certain temps, il va être moins paumé dans l'établissement, puis il va repérer des couleurs, une plante verte. Mais il change d'établissement, il est toujours aussi paumé. Il y avait une dame aussi qui m'avait dit que quand elle partait en voyage organisé, elle apprenait par cœur comment aller de l'aéroport à l'hôtel. Et le premier soir, elle était waouh. Elle disait, mais le lendemain, quand il fallait aller dans Tokyo, heureusement que les autres me prenaient par la main, j'étais perdu. Voilà. Et ça la rassurait de pouvoir au moins le premier soir aller à l'hôtel sans se perdre. Moi, je pense que le chauffeur de bus savait mieux qu'elle, mais bon, voilà. Très bien, merci Alain. On va passer maintenant aux questions des participants. Alors, on a dans les questions, on en a une qui a été likée plusieurs fois. Ouais. Sabrina demande, quel outil de dictée vocale est-ce que tu peux conseiller? Alors, il y a des outils qui sont donc des applications. On parle beaucoup de Dragon Naturally Speaking in English, mais il y a un outil qui est hyper efficace, c'est donc Google Docs. Donc, dans la suite chez Google, voilà, que moi j'utilise vraiment beaucoup, qui est très très performant. En fait, Google Docs, on peut vraiment, si on discute comme ça va tout écrire sans faute. J'ai même vu parfois une erreur d'accord, et au bout de quelques mots, statistiquement évidemment, hein, l'ordinateur, enfin le logiciel comprend et corrige. On le voit en vision périphérique, le ES se transforme en EES, par exemple. Donc, Google Docs, c'est vraiment super. Et vraiment, maintenant, on peut chuchoter. L'avantage de Dragon Naturally Speaking, c'est qu'on peut acheter un lexique spécifique. C'est important, ça. Oui, c'est-à-dire, si tu es chimiste, ou si tu es bibliothécaire, ou si tu es, bon, bref, tu vas avoir un Dragon avec le vocabulaire spécifique à ta profession, ce qui est un plus. Mais en fait, vraiment, ça, j'ai pu le noter aussi, l'avantage avec le traitement statistique d'un ordinateur, c'est que les mots compliqués, en général, il n'y en a qu'un, donc il les reconnaît. Hein, c'est le H de rhododendron. Alors que C''EST, S''EST, parfois, l'ordinateur, il peut se tromper s'il n'y a pas suffisamment d'informations. Mais vraiment, ces dernières années, moi, j'ai commencé la dictée vocale il y a 25 ans avec un logiciel qui s'appelait ViaVoice d'IBM. J'ai cru que j'allais balancer l'ordinateur par la fenêtre. Il y avait vraiment des erreurs à tous les mots. Maintenant, on peut dicter. Alors, ce qui est important dans Google Docs, c'est de dicter un paragraphe, de s'arrêter, de faire un copier-coller, de l'envoyer dans Word, parce que dans la durée, il ne tient pas trop le marathon encore. Et sa mémoire de travail, c'est peut-être. Voilà, peut-être. Et puis finalement, ça permet d'aller moins vite, de réfléchir, etc. On met dans le traitement de texte et après, on peut le modifier. Ouais. Voilà. Et sur les applications de téléphone, moi, ça m'arrive beaucoup de répondre à des mails par téléphone en dictant, et je trouve vraiment que la qualité de la transcription est vraiment bonne. Et il faut quand même vérifier avant de taper sur envoyer, parce qu'on envoie des conneries. Quand même, ça encore, arrive. Hein, ça arrive. Ouais. Non, mais ça a énormément progressé. C'est vraiment. Ce que je disais tout à l'heure, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que tu fais passer ta pensée et ton raisonnement directement à l'écrit, sans effort, ce que font les gens qui ne sont pas dyslexiques, mais ce qui fatigue énormément les gens dyslexiques.
avec un résultat qui est quand même, en termes d'exactitude orthographique, un petit peu limite encore aujourd'hui, à cause de la complexité de la langue française aussi. C'est vrai que ça intervient, ça. Ouais. Et puis pour taper sur un clavier, il faut quand même un peu d'apprentissage. Et puis ça va moins vite. Et ça va quand même C'est-à-dire moins vite, que, ouais. à l'époque du taylorisme, on pouvait faire taper une secrétaire 150 mots minute. En fait, quand tu tapes 30 mots minute, tu es déjà bon. Voilà, ça fait quand même un mot toutes les 2 secondes. Et en fait, en dictée vocale, on est très rapidement à 120, 130 mots minute. Et donc, si effectivement, ce que tu as à mettre sur le papier est très bien élaboré dans ta tête, ben vraiment, ça va beaucoup plus vite que le clavier. Même pour les non-dyslexiques, c'est un très bon outil, évidemment. Je pense que c'est un très bon outil pour les non-dyslexiques aussi. Parce que ça permet d'aller vite et de moins se fatiguer, même pour quelqu'un qui est… Moi, maintenant, j'utilise pratiquement toujours la dictée vocale quand j'ai un article à faire, des choses comme ça. Je le remets en forme après. Et en plus, ça permet d'aller un petit peu plus, c'est prétentieux de dire ça, mais d'aller un petit peu à la vitesse de ta pensée. Alors après, le clavier, ça permet de réfléchir aussi. Bon, bah, chacun fait avec ses compétences et puis ses obligations. Elena demande si tu as des conseils pour les dysgraphiques. Alors, mais les dysgraphiques, c'est un petit peu la même chose. L'idée, quand on lit, c'est de comprendre. L'idée, quand on écrit, c'est de transmettre des informations pour qu'elles soient lues facilement par celui qui reçoit, émetteur, récepteur. Si l'écriture est vraiment illisible, ça va être compliqué. Mais il y a plus subtil que ça. Il y a que l'écriture, elle va être lisible, mais qu'on peut peut-être se rendre compte ou on peut peut-être anticiper que ça a été très coûteux, que ça a beaucoup fatigué. Donc l'idée, c'est de se dire, mais finalement, s'il avait été exempté d'écrire, peut-être qu'il m'en aurait donné plus, peut-être qu'il aurait eu plus d'idées, peut-être qu'il les aurait mieux hiérarchisées. Donc l'impossibilité d'écrire, il n'y a pas de problème, il faut trouver un moyen de compensation. L'écriture qui ne va pas être lisible, c'est quand même mieux que ça soit bien. En général, les ordinateurs ne sont pas dysgraphiques. Non, ça va plutôt En général, voilà. Ouais. À moins d'utiliser une police gothique pour emmerder l'autre. Mais ça, après, c'est un problème au sein de l'entreprise. Mais la fatigue inhérente au fait d'écrire, même si je suis lisible, finalement, ça va entraîner une moindre performance. Donc, en fait, dès qu'on est lent, dès qu'on n'écrit pas bien, dès que ça consomme de l'énergie, ce sont souvent des gens qui vont avoir la crampe de l'écrivain. Ben ça, c'est un truc qui dit passons à l'ordinateur. On a dans ce domaine-là un outil qui permet de compenser totalement la problématique. Utilisons-le. Oui, c'est comme une paire de lunettes. Voilà. Est-ce qu'un étudiant va faire un rapport de stage ou taper sa thèse, ou écrire sa thèse à la main, ou même la taper avec une Remington? Maintenant, non. Voilà. Emmanuel demande s'il existe des solutions pour les jeunes adultes qui ont un TDAH, un trouble du déficit de l'attention, et qui ont une très faible mémoire de travail. Est-ce qu'il y a des solutions pour ça, c'est précis. Alors, on l'a dit, la très faible mémoire de travail, c'est quand même très, très, très limitant. J'ai un haut potentiel intellectuel, j'ai un moteur de Ferrari, j'ai une très faible mémoire de travail, j'ai un carburateur de Twingo qui alimente mon moteur de Ferrari. Voilà. Donc, on va la mettre de côté, cette histoire de mémoire de travail. Alors, le TDAH, il y a on peut l'aborder de 2 façons. Il y a quand même une médication, même si on trouve à boire et à manger sur Internet, la fameuse Ritaline, le méthylphénidate, peut vraiment aider les gens qui ont un TDAH à l'âge adulte et leur permettre d'être moins éparpillés, de moins papillonner, ce qui est le propre même du TDAH, quelqu'un qui zappe, voilà, et de se focaliser sur ce qui est nécessaire pour la tâche en cours pour laquelle je suis motivé. Et là, on aborde la deuxième partie, c'est-à-dire qu'effectivement, aider quelqu'un qui a un TDAH, c'est mettre en place, souvent avec des neuropsychologues, des séquences sur 10, 15, 20 séances où on apprend à avoir une meilleure attention, à être moins impulsif, c'est-à-dire être trop précipité, répondre avant la fin de la question, à augmenter un petit peu sa motivation, éventuellement les petits trucs qui peuvent nous aider, comme l'histoire de la clé qu'on va mettre dans la panière, c'est pas non plus. Et donc, il y a toute une démarche à faire pour que la personne arrive
un petit peu mieux à contrôler ces symptômes. Ce que font en général les TDAH spontanément, en sachant qu'en situation exceptionnelle, c'est-à-dire il y a un audit dans l'entreprise, je me marie, je passe mon permis de conduire, un stress, de la pression, les symptômes risquent de réapparaître un petit peu, ce qui prouve bien qu'ils n'étaient pas partis. Ouais. Mais c'est tout un apprentissage qui peut se faire étape par étape, où on va essayer de gérer l'attention, l'impulsivité, la motivation, etc. Voilà. Et il y a aussi un autre domaine qu'on ne peut pas taire dans le TDAH, c'est vrai que c'est tout ce qui est, on va dire, explosion un petit peu comportementale. Donc, gérer ça, apprendre à gérer ce qui va se terminer par une crise. Et il y a aussi dans le TDAH aussi un volet qui n'est pas négligeable, que vous avez abordé, j'ai entendu tout à l'heure, qui est le problème des addictions. Il y a une certaine vulnérabilité de la personne TDAH adulte aux addictions. Ça fera l'objet d'un webinaire entier, le TDAH. Dernière question. Nathalie dit qu'elle est secrétaire. Elle n'a jamais été diagnostiquée. Et elle dit que quand elle fait de la sténodactylo, elle inverse les lettres en dactylo et les signes en sténo. Et donc, jusqu'ici, elle dit qu'elle s'en apercevait. À l'écrit, elle ne fait pas d'inversion. En vieillissant, elle s'en aperçoit beaucoup moins. Et sa prof lui avait dit qu'elle devait être probablement 10, mais que son cerveau compensait. Et est-ce qu'elle peut entrer dans une catégorie de 10 et comment elle pourrait être diagnostiquée sur ça? Par rapport à la sténo, je ne connais pas du tout. J'avais vu ma sœur quand j'étais petit qui faisait. Je ne savais même pas qu'on faisait encore de la sténo, donc j'apprends les choses, c'est très bien. Il faut qu'elle consulte une orthophoniste. C'est vraiment la personne de référence. Dyslexie, dysorthographie, dysphasie, orthophoniste. Dyspraxie, c'est plutôt psychomote ergo, voilà. Dyscalculie, c'est plutôt neuropsychologue, puisqu'il faut aller chercher un petit peu dans l'éventail des outils cognitifs, celui qui est défaillant et qui va avoir un impact dans le domaine du calcul et dans le domaine du nombre. Voilà. Très bien, merci beaucoup Alain. De rien, merci. Au plaisir. Au revoir.